La décision de créer la Tour Eiffel a été une décision qui a été prise en loge. Lorsqu'un franc-maçon décède, eh bien, il est de coutume de dire qu'il est passé à l'Orient éternel. Aujourd'hui, si 10% des parlementaires sont francs-maçons en France, c'est vraiment le bout du monde. Je suis rentré il y a 12 ans en franc-maçonnerie. J'ai voulu démystifier un peu la franc-maçonnerie, créer du contenu parce que y a tellement de préjugés qui font souvent obstacle à ceux qui pourraient avoir cette vocation. Vrai ou faux, la franc-maçonnerie est une secte? Alors faux. Archi faux. Une secte, c'est quelque chose qui va enfermer la personne, d'accord? C'est vraiment un enfermement où une doctrine est imposée par un gourou. C'est très facile de rentrer dans une secte, au contraire, on attire les gens et on essaie de les enfermer, et par contre c'est très difficile d'en sortir. La franc-maçonnerie, c'est vraiment tout le contraire. Au contraire, en franc-maçonnerie, franc pour libre, on rentre de notre propre liberté, si je puis dire. C'est difficile d'y rentrer, d'accord? Il y a tout un processus qui est long. Par contre, pour en sortir, c'est très facile, une simple lettre de démission et vous êtes hors de la franc-maçonnerie et il n'y a surtout pas de doctrine qui est imposée par un gourou. Mais alors qu'est-ce que vous faites en réunion maçonnique? Si vous étiez une petite souris et que vous observiez les francs-maçons, vous verrez tout simplement des personnes qui se réunissent 1 à 3 fois par mois, le soir généralement, de 19h à 22h. Ils se réunissent dans ce qu'on appelle un temple, qui est un lieu, où dans ce temple-là, il va y avoir autour de nous des symboles, et puis des francs-maçons qui performent ce qu'on appelle un rituel, il faut voir ça comme une pièce de théâtre, qui est chargée de symboles, chargée d'histoire, chargée de mythes, chargée de traditions, qui a une signification particulière. Et puis par la suite, les francs-maçons travaillent sur un ou deux sujets que les francs-maçons ont préparés à l'avance. Et puis, non pas un débat, mais plutôt un enrichissement de la parole s'effectue. Et à la fin, après tout ça, les francs-maçons se réunissent dans un banquet fraternel et chaleureux. Et voilà, c'est un moment convivial. Pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, c'est tout simplement des gens qui se réunissent et qui parlent de philosophie, de morale, de spiritualité. Mais pour un franc-maçon, tous ces symboles, toutes ces histoires ont une signification très particulière. Vrai ou faux, les francs-maçons dirigent secrètement la France? Alors, aujourd'hui, faux, archi faux, la franc-maçonnerie n'a quasiment plus aucune influence sur la politique. Par contre, c'était vrai avant. Si on prend l'époque de Louis XV, en passant par Napoléon jusqu'à la Troisième République, il y avait des gouvernements qui étaient maçonniques. Il y a 65 ans, voire 100 ans, la moitié des parlementaires étaient francs-maçons. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Aujourd'hui, si 10% des parlementaires sont francs-maçons en France, c'est vraiment le bout du monde. Voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas moins à la mode dans les politiciens et qui s'est par contre démocratisé auprès de, on va dire, de la population en général. Vrai ou faux, Emmanuel Macron est franc-maçon? Même si je le savais, je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce qu'on ne dévoile jamais un franc-maçon. C'est ce qu'on appelle le secret d'appartenance, c'est-à-dire qu'on peut se dévoiler franc-maçon, n'importe qui est franc-maçon peut dire voilà, je suis franc-maçon. Par contre, on ne peut pas dévoiler l'appartenance d'un autre frère ou d'une autre sœur, donc d'un autre franc-maçon, tout simplement par respect de sa vie privée. Et qu'est-ce qui se passe si on le fait? Si on le fait, eh bien, ça peut être un motif d'exclusion de la franc-maçonnerie. Et comment est-ce qu'on peut être exclu de la franc-maçonnerie? Il y a une justice maçonnique, donc il y a un petit peu comme un genre de tribunal, etc., avec des personnes qui vont faire office de juge, d'avocat, entre guillemets, et à la suite, un jugement est donné, et puis ça peut aller jusqu'à l'exclusion de l'ordre maçonnique. Vrai ou faux, en franc-maçonnerie, il y a des grades comme dans l'armée? Alors en franc-maçonnerie, on peut monter en grade, un peu comme dans l'armée, c'est-à-dire que d'ailleurs on a emprunté le mot grade de l'armée en franc-maçonnerie. Généralement, il y a 3 grades principaux. Donc on a le grade d'apprenti, puis de compagnon, puis de maître. Tout ça sont des terminologies qui ont été empruntées à la base aux bâtisseurs de cathédrales. Après ces grades-là, il y a dans certains rites, qui sont des versions de la franc-maçonnerie, des degrés supérieurs. Donc ça peut aller par exemple dans un des rites qui est le plus connu pour ses degrés supérieurs, qui est le rite écossais ancien et accepté, il y a 33 degrés. Et vous êtes quel grade aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis maître. Et dans les degrés supérieurs, on ne peut pas dévoiler, on va dire, le degré supérieur dans lequel on est. Vrai ou faux, les réunions maçonniques se déroulent dans des caves secrètes? Alors faux, les réunions ou les tenues maçonniques se déroulent ce qu'on appelle dans des temples maçonniques. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'en France, il y a vraiment une discrétion au niveau de ces temples-là. Ils sont plutôt dissimulés. Contrairement par exemple, si vous allez en Angleterre ou aux États-Unis, vous avez des grands temples immenses avec marqué Masonic Temple, les réunions sont carrément dans le journal inscrites, enfin, tout est beaucoup plus public.
Pourquoi en France il y a un peu ce culte du secret? La raison est très simple. Les francs-maçons ont été persécutés durant la Deuxième Guerre mondiale. Lors du régime de Vichy, l'ordre d'incarcération dans les camps de francs-maçons est passé même avant celui des Juifs. Donc pour vous dire à quel point il y a eu un traumatisme dans la franc-maçonnerie. Il y a eu 20 000 francs-maçons morts dans les camps. Il y a eu 3 000 francs-maçons qui ont créé un réseau de résistance et 600 sont morts. Donc voilà, il y a vraiment eu un traumatisme suite à cette guerre-là. La raison c'est très simple, c'est que le régime nazi, Himmler, qui était un ésotériste un peu fou, pensait que la franc-maçonnerie détenait le secret du Saint Graal et les secrets des Templiers. Et donc en France et dans les pays du coup d'Europe centrale, il y a ce traumatisme qui s'est créé. Vrai ou faux, lorsque l'on se balade dans les rues de Paris, il y a des signes maçonniques absolument partout? Alors à Paris, il y en a beaucoup. Il y avait énormément de francs-maçons dans l'équipe d'Haussmann, etc. Et on voit des symboles maçonniques à la fois dans la configuration des grands bâtiments et dans les bâtiments en particulier. Pour vous citer quelques exemples, si vous observez un peu l'Assemblée nationale, vous verrez à droite une personne qui tient une équerre et à gauche une autre personne qui tient un compas, qui sont clairement des symboles venant de la franc-maçonnerie. On a le palais Iéna, où vous avez une mosaïque avec des mythes qui représentent des mythes maçonniques. Et enfin, le plus emblématique, je dirais, c'est principalement la Tour Eiffel, dont la décision a été de créer la Tour Eiffel a été une décision qui a été prise en loge. On n'est pas sûr que Eiffel soit lui-même franc-maçon, mais bon, il y a une grande probabilité qu'il ait été franc-maçon. Et la Tour Eiffel, finalement, qui est ce symbole pyramidal, ce phare qui éclaire la connaissance, qui est un symbole fort en franc-maçonnerie, et qui est un peu plus haut que l'église du Sacré-Cœur, une petite pique à ce courant un petit peu anticlérical de l'époque, qui voulait voilà, que la franc-maçonnerie surplombe un petit peu les institutions catholiques, qui étaient à l'époque très répressives et du coup qui se confrontaient un petit peu à cette idée de liberté d'expression au sein de la franc-maçonnerie. Vrai ou faux, on peut venir en réunion maçonnique habillé comme on le souhaite? Alors non, faux, il y a une tenue à respecter lorsqu'on arrive dans une réunion maçonnique. Les habits qu'on doit porter généralement, c'est un costume noir avec donc une chemise blanche, une cravate noire ou un nœud papillon noir. Là en l'occurrence c'est une tenue de cérémonie, donc le nœud papillon est blanc. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle des décors, donc généralement des gants blancs, un tablier et dans certains grades une écharpe avec certains symboles. Chaque couleur et chaque symbole va être représentatif à la fois du grade qu'on a et du rite dans lequel on travaille. Il y a plusieurs rites en franc-maçonnerie. J'ai également une épée. À l'époque, lorsque la franc-maçonnerie est apparue dans le XVIIIe siècle, eh bien, il y avait des nobles et il y avait des non-nobles. Seuls les nobles dans la vie publique portaient une épée, avaient le droit de porter l'épée. Par contre, lorsqu'on arrivait en loge, on voulait vraiment que les personnes soient des frères à égalité. Mais c'était quelque chose d'extrêmement innovant à l'époque. Et pour mettre tout le monde à l'égalité, plutôt que de créer une égalité par le bas, on créait une égalité par le haut. C'est-à-dire que lorsqu'on rentrait en loge, tout le monde était gentilhomme, tout le monde était noble, tout le monde avait une épée. On cachait, on mettait des gants, évidemment, pour cacher les chevalières portées par les nobles. Et on portait une écharpe pour cacher le baudrier qui servait à tenir l'épée. Vrai ou faux, la franc-maçonnerie est juste une manière de faire du réseau? Alors c'est faux, il y a toujours une croyance comme quoi la franc-maçonnerie ce serait un réseau d'affaires où les gens viennent là pour faire du business, etc. Au contraire, en franc-maçonnerie c'est quelque chose qui est très mal vu et toute personne qui aurait un motif affairiste à rentrer en franc-maçonnerie et à profiter un petit peu de son appartenance maçonnique pour faire des affaires serait exclue par toute obédience sérieuse, par toute loge sérieuse. Après, je dirais, si certains francs-maçons peuvent se rencontrer dans la vie professionnelle, ça arrive. Mais comme ça pourrait arriver, par exemple, dans un club de tennis, dans un club de golf, tout simplement parce que la franc-maçonnerie, ça crée des liens. Les personnes se rencontrent là, on est tous des humains, ça crée une cohésion. Mais on ne vient pas là pour ça. Je suis rentré il y a 12 ans en franc-maçonnerie. J'y suis rentré pour plusieurs raisons. J'ai fait mes études au Canada, à Polytechnique. Et à Polytechnique Canada, à la fin du parcours, on passe par ce qu'on appelle une cérémonie de l'anneau. Et en fait, c'est une cérémonie qui a été mise en place par Kipling, qui est l'écrivain du Livre de la Jungle, qui était franc-maçon, et qui en fait est une cérémonie quasi maçonnique. Et donc j'ai appris la franc-maçonnerie comme ça, je l'ai découverte ainsi. Et puis, ça c'est le moment personnel. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune.
et j'avais toujours eu l'impression de me bâtir sur, on va dire, une base qui était un peu fragilisée. J'avais besoin d'un cadre, je me posais des questions, j'avais besoin de sens, et je pense que c'est ce que je recherchais à l'époque en franc-maçonnerie. Ouais. Vrai ou faux, il y a un vocabulaire propre à la franc-maçonnerie? Alors oui, en franc-maçonnerie, c'est vrai, il y a un vocabulaire qui est propre. Par exemple, lorsqu'on mange, lorsqu'on dresse par exemple le banquet, le verre va être le canon, ça c'est quelque chose qui vient des loges militaires et qui s'est répandu ensuite dans la vie publique. Mais pour le coup, si le verre est le canon, le vin va être la poudre forte, qui va nourrir le canon. La fourchette va être la truelle, le couteau va être le glaive, l'assiette va être le plateau. Voilà, donc soit c'est des langages des loges militaires, soit c'est des langages issus des bâtisseurs de cathédrales. Tout est symbole et tout est allégorie. Et puis il y a parfois des expressions qui peuvent être de la franc-maçonnerie. Par exemple, lorsqu'un franc-maçon décède, eh bien, il est de coutume de dire qu'il est passé à l'Orient éternel. Pourquoi l'Orient? Parce que l'Orient, c'est l'Est, c'est là où le soleil se lève, et donc c'est la lumière. Et la lumière, en franc-maçonnerie, est un concept clé. Vrai ou faux, Napoléon était franc-maçon? Alors, Napoléon n'était pas franc-maçon, ou du moins il était très improbable qu'il soit franc-maçon. Disons que la philo, c'était pas son truc. Par contre, il s'est servi de la franc-maçonnerie pendant l'Empire pour justement asseoir un réseau d'influence de ses idées. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé ses frères et ses sœurs à la tête de toutes les loges maçonniques. Donc on a Caroline Bonaparte qui était franc-maçonne, qui était à la tête des loges d'adoption, des loges féminines. On a sa femme, Joséphine de Beauharnais, qui était franc-maçonne. Ses frères, Lucien, Joseph, son père, enfin bref. Tout le monde était franc-maçon dans sa famille. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres illustres francs-maçons que vous connaissez? Oui, donc il y en a plein des francs-maçons illustres, si on peut dire. Donc il y a par exemple Mozart, il y a par exemple Johann Goethe, tous les Américains qui ont fondé les États-Unis. Donc Benjamin Franklin, George Washington, lorsqu'il crée la ville de Washington, il pose la première pierre, il le fait en tablier maçonnique. C'est pour ça qu'on voit des symboles maçonniques sur le billet d'$1. Il y a chez les Français Lafayette, Joseph de Maistre, des astronautes comme Buzz Aldrin, il y a des chanteurs comme Joséphine Baker, il y a même des personnes assez inédites qu'on ne se doutait pas qu'elles étaient francs-maçonnes et pourtant la franc-maçonnerie a touché vraiment beaucoup de monde.